Bonjour à tous, mon nom est Bruno Marotte, a.k.a. Brownie Marron, l'humoriste avec des poulets, genre lui. Et bienvenue dans mon podcast Vulgarise-moi ça. Aujourd'hui, on reçoit Simon de Montigny, un docteur, post-docteur même, en intelligence artificielle. Vous allez voir que c'est beaucoup plus nuancé comment il l'explique que moi dans mon introduction. Fait qu'aujourd'hui, vous allez apprendre sur l'origine de l'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui. Le podcast a été enregistré en mai 2024. Ça se peut qu'il y ait des affaires que vous dites « Voyons, il manque des détails ». Oui, c'est de ma faute et j'en prends l'entière responsabilité parce que je suis excessivement paresseux, faut croire. Donc aujourd'hui, premier épisode, et vous allez beaucoup apprécier ça, c'est vraiment intéressant puis surtout ce que l'avenir de l'intelligence artificielle nous réserve. Et si jamais vous êtes intéressé par mes folles aventures, il va y avoir dans mon Linktree le lien YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, jusqu'à temps que ça reste, ainsi que des liens pour aller voir des shows que j'organise le 31 janvier aux Tensions à Montréal, un show dans un club de Shibari où il va y avoir de la drague, du burlesque, de l'humour, et aussi le 23 mars au Regal Room, l'un des seuls cabarets de burlesque au Canada d'ailleurs, où il va aussi avoir de la drague, de l'humour et du burlesque. Bonne écoute à tous, autant en vidéo qu'en audio. Merci et au revoir. Bonjour à tous, bienvenue à Vulgarise-moi ça. Aujourd'hui, mon premier invité, Simon de Montigny. Comment ça va, Simon? Ça va très bien, merci. Oui, je te reçois aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu nous fasses un peu ton CV pour comprendre pourquoi je t'ai invité. Oui, donc j'ai fait un baccalauréat en génie informatique à Polytechnique de Montréal, où j'ai ensuite continué à la maîtrise et au doctorat en mathématiques appliquées à l'intelligence artificielle. Et puis j'ai continué à faire des recherches par la suite, où j'ai appliqué un peu ces méthodes-là en épidémiologie et en santé publique. OK. À l'époque, l'intelligence artificielle, quand tu avais fait ta maîtrise puis ton doctorat, on parle de quelle année environ? Donc, maîtrise, j'ai commencé aux alentours de 2005. OK. Et puis, après ça, au de fil en aiguille, maîtrise doctorat, j'ai terminé autour de 2014. Et donc, j'ai vu, en fait, la période de temps où il y a eu, disons, le boom et l'émergence de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Donc, c'était vraiment une période avec une grosse effervescence dans le domaine. OK. Fait que c'est pour. On va juste commencer par la première question de base pour vulgariser. C'est quoi l'intelligence artificielle? OK. L'intelligence artificielle, c'est la tentative de faire à l'ordinateur des tâches qui se rapprochent le plus possible, dans une certaine mesure, de ce que l'être humain peut faire, et dans un domaine de ce qu'on va parler de manière très générale de l'intelligence. Parce que des fois, ça aide de définir les choses en distinguant qu'est-ce qu'il n'y en est pas. Ben, on peut construire des bateaux qui vont traverser un lac beaucoup plus efficacement qu'un être humain à la nage. OK. Or, on ne va pas nécessairement définir que la nature de la nage est une tâche d'intelligence, même si pour l'être humain, il y a beaucoup de son intelligence qui va être mis en jeu pour l'atteindre. Le bateau fait un genre il prend une espèce de shortcut, si on veut, je vais traverser le lac comme ça, et c'est plus efficace, si on veut. OK. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis les dernières années. D'où vient ce boom-là? Il y a eu ChatGPT, il y a eu les images qu'on crée maintenant par intelligence artificielle. Mais est-ce que ce boom-là, il existait déjà au milieu, comme dans le milieu informatique avant, ou c'est vrai, ou quand c'est rentré dans la culture populaire, c'est là que c'est là que c'est devenu plus marquant? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, autour des années 2010, il y a eu l'émergence de ce qu'on a appelé le deep learning, et ça a été un des composants essentiels à si on veut, une espèce de démocratisation de l'intelligence artificielle qu'on a vue, parce que ça a réussi à pallier certaines difficultés conceptuelles à faire des systèmes dont la performance était disons, satisfaisante. Précédemment, c'était souvent sur des tâches très restreintes et plus académiques, si on veut. Puis on essayait de trouver des manières de contourner certains obstacles. Le deep learning a changé beaucoup de choses, et une d'autres chose qui a suivi ça, c'est le développement
capacités de stockage et de calcul avec des grandes quantités de données. Donc, on va parler dans ce cas-là de big data. Et ben, ces données-là étaient disponibles sur Internet, mais c'est la capacité de fédérer tout ça. Et bon, on peut parler des GAFAM, par exemple, donc Google, Apple, Facebook et autres, qui ont commencé à avoir un bassin de ces données-là par l'activité de tout le monde sur les réseaux sociaux, qui, auparavant, les activités sociales des gens se passaient principalement dans l'extérieur, dans la vie de tous les jours, et c'était jamais enregistré. Là, c'est devenu une proportion substantielle de nos interactions sociales qui sont devenues enregistrées, et donc là, qui devenaient techniquement exploitables pour apprendre à la machine qu'est-ce que les humains font quand ils se parlent, par exemple, et arriver, comme je disais tout à l'heure, à reproduire d'une certaine mesure cette chose-là, mais par la machine elle-même. OK. De parler de deep learning, c'est quoi? Moi, je t'entendais parler, je suis comme deep learning. Est-ce que c'est comme la compréhension en profondeur par l'ordinateur ou c'est la compréhension de l'humain de l'ordinateur pour que ça donne l'intelligence artificielle? Le terme peut porter un peu à confusion. C'est un terme très technique. En fait, les premiers systèmes d'intelligence artificielle, quand on parle de profondeur, dans ce temps-là, on fait référence un peu au fait que les premiers systèmes essayaient d'imiter la structure du cerveau. OK. Si on remonte il y a plusieurs années, il y avait deux grandes approches en intelligence artificielle. On peut parler d'intelligence artificielle symbolique quand on pense aux premiers systèmes qui jouaient aux échecs. C'était souvent de l'intelligence artificielle qu'on va appeler symbolique. Elle prenait le problème comme vraiment un système de contraintes. Par exemple, sur un jeu d'échecs, telle pièce, c'est sur telle case, elle menace telle case ou telle autre case. Ça, on pouvait établir ça comme des énoncés logiques. Et après ça, essayer de faire une machine d'inférence logique qui, par étapes, essayait de voir, si je bouge ça, il va se passer ça, si je bouge ça, il va se passer ça, puis de fil en aiguille, essayer de trouver des conditions qui améliorent le plateau de jeu pour la machine. C'est comme une façon comme d'essayer de gagner si on veut, puis évidemment, si on mange une pièce de l'adversaire puis qu'il n'arrive pas à nous en reprendre une, là, on sait qu'on améliore un peu notre condition de jeu. Donc ça, c'est du symbolique. Okay. L'autre approche était ce qu'on appelle de l'IA connexionniste. Ça, c'est quelque chose qui essayait de reproduire les connexions du cerveau qu'on suspectait que, une des choses qu'on voit chez l'être humain, par toutes les études en neuropsychologie, c'est que ce qui se passe dans le cerveau est intimement associé avec ce que l'être humain est capable de faire. Quand des gens sont blessés avec des traumas au cerveau, ils perdent certaines capacités. On peut imaginer d'autres situations, les gens qui se réveillent d'un coma puis qui sont capables de parler une langue qui avant n'étaient pas capables de parler. En fait, on suspecte qu'ils ont entendu assez de choses de manière inconsciente pour finalement que ça soit comme caché, puis pour une raison quelconque, ça émerge. Donc, on pense que dans le cerveau, il y a une façon de traiter les choses qui donne le propre à l'être humain, puis aux animaux qui ont des cerveaux aussi, donc à avoir une certaine forme d'intelligence. Puis on s'est dit, au lieu d'essayer de penser du point de vue du haut de la logique de qu'est-ce que l'humain fait symboliquement, mais qu'est-ce que son cerveau fait? Donc là, c'était de reproduire l'architecture du cerveau. Et un des enjeux rapidement qui s'est passé, c'est quand tu essayes de développer, comme ça, on se rend compte que le cerveau a quand même un certain nombre de couches successives. Donc l'information passe plusieurs étapes pour être traitée entre, par exemple, la perception visuelle d'une balle de baseball qui s'en vient vers nous et la commande motrice qu'on a besoin pour attraper la balle. Okay. Bon, donc il y a plusieurs étapes et le deep learning fait un peu référence à ça, c'est-à-dire c'était le déblocage de la capacité à entraîner ces systèmes-là sur une succession de plusieurs étapes, mais de manière bout en bout, alors qu'avant, il fallait comme quand même faire des petites subdivisions étape par étape, et on avait des problèmes informatiquement et mathématiquement parlant à faire un entraînement sur une très grande séquence. Et c'est là que le deep learning a trouvé des stratégies pour contourner les limitations techniques qu'il y avait présentement. Et donc là, on était capable d'avoir justement plus... La profondeur était finalement une sorte de... C'est quoi la profondeur des suites d'opérations qui se produisent quand on fait une tâche? Donc, ça permettait de faire des tâches d'une certaine façon plus riches ou plus complexes que ce qui était faisable précédemment. Et c'est donc un des ingrédients principaux qui est nécessaire, par exemple, pour maintenant faire des choses comme tu as mentionné ChatGPT. ChatGPT, on lui dit une information, il apprend, il nous donne une réponse, on rapporte une autre information, il apprend, il donne une autre réponse. On est en train de construire des couches de termes un après l'autre. Donc, si tu veux remonter de là où tu es à la conversation jusqu'au début pour aller chercher une information, tu es en train de reculer dans ces couches de profondeur-là. Alors, si tu n'as pas
si tu n'as pas un système qui peut apprendre à travers cette pile d'informations qui s'ajoute, ben, peut-être que tu ne pourras pas propager l'information que, il y a 8 messages, tu m'as dit que ta mère s'appelait, par exemple, Jocelyne. Ben, cette information-là ne va pas nécessairement avoir suivi. Et je n'aurais pas pu comme construire du sens, parce qu'après, si tu me dis que ma mère est avocate, puis là, plus tard, tu me demandes c'est quoi le métier de Jocelyne, je vais avoir perdu la trace du lien d'information. Le deep learning permet de plus facilement propager et apprendre des informations qui sont à travers des étapes plus éloignées dans le temps. C'est de l'archivage, dans le fond. En quelque sorte. C'est de l'archivage logique à travers le temps, en quelque sorte. Et pourquoi tu as choisi l'intelligence artificielle comme domaine d'études? Quand moi, j'étais au baccalauréat, j'avais plusieurs options qui s'offraient devant moi. Et ça donne que je suis tombé sur un professeur très inspirant qui lui-même donc faisait des recherches en développant des nouveaux modèles mathématiques de fonctionnement des communications dans le cerveau. OK. Ça veut dire quoi, là? Moi, tu m'as perdu. En gros, donc, le professeur, il s'appelle Richard Labib. On peut chercher sur Internet. Il y a une page à son nom et tout ça sur le site de Polytechnique. Il a publié des articles et tout ça, où, en gros, il a travaillé lui-même dans sa thèse de doctorat sur la modélisation de la transmission de l'information dans le cerveau par les neurotransmetteurs. OK. Et donc, les modèles d'intelligence artificielle les plus communs de nos jours utilisent un modèle assez rudimentaire de la communication d'information. Donc, ça a des avantages, puis ça a des limites. Et donc, lui, dans ses recherches, il essayait de voir, si on développe un modèle de communication plus réaliste de l'information dans ces connexions-là, qu'est-ce que ça rajoute comme puissance de calcul, mais qu'est-ce que ça introduit comme difficulté technique quand on veut faire de l'apprentissage, par exemple. Donc, souvent, dans ce domaine-là, il y a un équilibre à faire entre la puissance et la facilité d'utilisation. Plus quelque chose est puissant, plus c'est lourd à calculer. Si on a quelque chose qui est trop lourd à calculer, si j'écris à ChatGPT, il va réfléchir longtemps avant de me répondre. Ça sera moins interactif. Donc, il y a souvent un compromis à faire. Il y a une certaine limitation encore. Ouais. Donc, tout ça pour dire que c'est ce professeur-là qui m'a un peu initié au domaine. Donc, ça donnait que j'avais quand même des bonnes affinités avec les cours qu'il enseignait. Et donc, il m'a pris un peu sous son aile et c'est un peu grâce à lui que je me suis ouvert à ce monde-là. Je ne connaissais pas beaucoup l'intelligence artificielle à ce moment-là. Ce que j'en savais, c'est que je jouais à des jeux vidéo, comme par exemple, je jouais à StarCraft vers la fin des années 90. Je savais que je pouvais jouer contre l'ordinateur. L'ordinateur, il contrôlait les unités. Je savais qu'en général, c'était pas toujours aussi bon qu'un être humain. Tu pouvais jouer avec un niveau de difficulté. Et je savais que dans un jeu, je savais qu'il y avait une espèce de code qui simulait un autre joueur. Et c'était pas mal la limitation de ma connaissance de ce que c'était l'intelligence artificielle. Le fameux CPU dans les jeux vidéo. Exactement. Et donc là, c'est plus à l'université que j'ai été exposé à différents cours et à ce chercheur-là qui a supervisé ma maîtrise de mon doctorat, mais à d'autres aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de suivre des cours ou de suivre des séminaires et qui m'ont comme un peu ouvert les yeux sur tout ce que ça avait comme profondeur au niveau technologique. Puis c'est des choses qui remontent jusqu'aux années 60, où en fait, le père fondateur qu'on pourrait appeler de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Donc ça, c'était un informaticien qui travaillait pour l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a aidé à craquer les codes secrets de communication des Allemands. Le test ultime, entre guillemets, qu'on met de l'avant quand on parle de comment est-ce qu'on pourrait juger qu'un ordinateur a vraiment une intelligence à proprement parler, on l'appelle le test de Turing. Ça porte son nom et c'est l'idée que si on a une interaction à travers un terminal, donc on ne sait pas si on parle à un humain ou un ordinateur, on communique avec, et si on n'est pas capable de faire la différence, on nous fait demander, est-ce que tu crois que c'est un humain ou un ordinateur? Puis tu pourrais le faire à répétition avec différents autres interlocuteurs cachés. Et si tu n'es pas meilleur à reconnaître quand tu parles à un humain vraiment ou quand tu parles à un ordinateur vraiment. Donc, si tu n'es pas capable de faire la différence, là, on jugerait que l'ordinateur en question aurait passé le test de Turing. Donc, il serait doté d'une vraie intelligence. Je vais tout de suite mettre un bémol. Je ne suis pas celui qui a inventé ça. Là. On pourrait argumenter que ça dépend de l'intelligence de l'humain aussi. Oui. Ça aussi, mais
Toi, comme au milieu des années 2000, c'est le gros boom des technologies, là, des grands géants de l'informatique. C'est le boom de Google, de Microsoft. Toi, tu rentres là-dedans avec. Puis là, c'est le début des réseaux sociaux. Comment tu voyais ça? Mettons l'intelligence artificielle avec les réseaux sociaux. Comment ça allait devenir? Mhm. J'ai été quand même assez. J'étais pas quelqu'un qui était super techno, ironiquement, là, dans le sens que, tu sais, bon, j'avais joué un peu avec ICQ ou MIRC quand j'étais ado, ou à chatter dans les chatrooms des jeux vidéo, là, que tu pouvais organiser des parties, des choses comme ça. Mais d'aller sur Facebook en tant que tel, ça a pris beaucoup d'années avant que je m'y intéresse. Une des raisons, c'est que quand j'étais concentré sur mes recherches à la maîtrise doctorale, c'est ça, j'avais pas le temps. Alors pour moi, j'ai vu l'émergence au niveau technologique plus fondamental. Puis là, quand j'ai fini par aller sur Facebook, puis là, déjà, la notion de l'algorithme avec un A majuscule était déjà implantée. Fait que je voyais ça comme un peu comme tout le monde à peu près. Là. J'avais pas vu les choses venir ou j'étais pas comme. Je suivais pas les développements de l'émergence des réseaux sociaux à ce moment-là. Donc moi, j'ai vu un peu comme OK, on est rendu là. Mais c'était vraiment comme. C'est des fois ça dans le monde académique, ce qui se passe, c'est que tu as une espèce de gouffre entre la théorie puis le labo, puis ce qui se passe d'un côté, puis ce qui se passe de l'autre bord dans la société. Si tu n'es pas impliqué directement dans un projet technologique avec une entreprise du domaine parce que tu as une bourse de Google ou autre chose, ou que tu vas dans leur labo, tout ça, ben, tu n'es pas toujours, disons, apte à apprécier tout ça. Puis comme les domaines de recherche, ben, faut que tu déjà utilises toute la littérature qui a rapport à ton projet, c'est assez niché. Ben, c'est très dur de suivre l'ensemble de tout ce qui se fait qui ne concerne pas tes recherches. Donc, oui, techniquement, tu peux voir les choses venir à travers les publications scientifiques, mais il y en a tellement que si tu dois tout analyser puis deviner lesquels vont devenir hot puis les suivre, c'est peine perdue. Quand tu es aux études supérieures, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut faire un doctorat, c'est concentre-toi pas sur c'est quoi le sujet hot du moment, concentre-toi sur quelque chose qui te passionne toi, parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne te rendras jamais au bout. Puis tu as choisi quoi? Qu'est-ce qui te passionnait là-dedans? C'était donc moi, le type de mathématiques auquel je m'intéressais, c'était relié aux probabilités et statistiques et aussi à l'optimisation. L'optimisation, c'est-à-dire des exemples simples, c'est par exemple, on a des entrepôts puis on a des magasins et on veut déplacer le plus efficacement possible les produits des entrepôts aux magasins selon les besoins et avec le moins de dépenses d'essence possible pour une flotte de camions. Bon, quel camion va passer après quel entrepôt prendre quoi puis l'amener où? Mais les camions, c'est qu'ils ont un espace de stockage limité, tes objets ont un certain volume, donc tu rentres plein de variables, plein de choses, après ça, tu essaies de trouver un système qui joue, qui simule des scénarios, puis en simule plein, puis il va essayer d'identifier le meilleur. Puis le pont entre les deux, entre l'intelligence artificielle, le cerveau, les probabilités et l'optimisation, c'est que bon, le cerveau, à la base, c'est un système stochastique, dans le sens ou aléatoire, c'est-à-dire il n'y a pas l'information qui passe, elle n'est pas aussi précise que, par exemple, quand j'envoie une image par courriel, l'image que tu ouvres est à somme toute à peu près équivalente à l'image que j'ai envoyée. Dans le cerveau, il y a des phénomènes de bruitage et de dégradation d'informations qui se produisent. Donc, il faut qu'il y ait de la redondance dans le cerveau pour que, imaginons que le cerveau arrive à capturer 8 images d'une scène qui ont toutes un peu du flou ou des bruits, c'est la même balle de baseball de tout à l'heure dont je parlais qui arrive, s'il y a juste une image et qu'il y a trop de bruit, il risque de la rater la balle. Okay. Mais s'il y a 8 copies de l'image et qu'elles sont toutes avec du bruit, mais que le bruit est vraiment au hasard, il va peut-être avoir juste assez d'informations en regroupant tout ça ensemble pour la voir venir comme il faut la balle. Où l'optimisation rentre derrière ça, c'est quand on parle d'intelligence artificielle et, comme je disais, d'approche connexionniste où on imite une structure du cerveau. Après ça, cette structure-là, elle a donc différentes lignes de transmission d'informations que tu peux moduler en quelque sorte, un peu comme on fait avec les communications radio. Quand tu écoutes un poste de radio, tu amplifies l'onde associée à la radio que tu écoutes, puis tu atténues les autres. Tu peux jouer comme ça sur... après ça, tu as un petit bouton que tu tournes et tu choisis quel poste de radio.
toute l'architecture entière du réseau se base sur ces idées-là de manière très générale et avec des modèles de calcul assez simples, mais qu'il faut quand même ajuster pour essayer de reproduire tel ou tel phénomène. Et quand on montre des exemples à la sortie, et c'est là pourquoi est-ce que ça a émergé quand je disais tout à l'heure avec le big data, on avait besoin d'exemples humains. Donc, on montre plein d'exemples humains à la machine, et là, on lui dit optimise tout ton flow bout en bout, hein, donc le deep learning, bout en bout de toutes les étapes de traitement d'information qui vont passer, par exemple, de la question que tu as posée à ChatGPT à la réponse attendue. OK. OK. Fait que dans le fond, le big data, dans le fond, va servir à amplifier, à garder des données pour que l'ordinateur puisse être capable de répliquer l'humain, d'une certaine façon. Oui, en quelque sorte. En fait, c'est pas nécessairement du stockage en propre de données, parce que la quantité de données dont on parle, c'est incommensurable par rapport à la quantité d'informations qui est encodée dans tous les petits liens de communication du réseau. Mais l'idée, c'est que le réseau va essayer, autant que faire se peut, quand tu lui présentes assez d'informations, à essayer de dégager c'est quoi les principes puis les régularités qu'il trouve dans les données. Puis je peux te montrer un exemple très simple. Dans les méthodes justement de traitement de la langue, les approches qui sont développées vont montrer un peu quasiment comme des équations à l'école que si tu prends, par exemple, tu calcules la différence entre deux choses, comme une soustraction, la différence entre le mot « homme » et le mot « femme », et qu'après ça, tu vas faire, mettons, la différence entre le mot « roi » et le mot « reine », ben, tu vas avoir à peu près la même chose. Parce que là, les deux, c'est comme une version homme et femme de, mettons, humain générique et l'autre version homme et femme d'un régent, de la royauté. Et puis après, ben là, tu peux aussi jouer comme ça quand il y a des équations. Par exemple, dire, bon, ben, si je prends un homme et que j'ajoute la royauté, ça va devenir le roi. Ou si je prends une femme et que j'ajoute la royauté, ça va devenir une reine. Fait là, si je prends une femme et que j'ajoute la royauté, mais que je change pour un homme, ben là, tu arrives au roi. Donc, tu peux faire des espèces de correspondances comme ça qui se dégagent. Et là, quand tu as une masse de texte et que tu établis comme ça une masse de correspondance, ben là, ta machine devient plus nécessairement une machine qui va stocker du texte à proprement parler, mais qui va stocker des correspondances de texte. Fait que c'est un peu essayer de ressortir des règles reliées à ce qui se passe dans le langage. Il y a différentes approches, différentes façons de faire, puis c'est un peu ça l'idée. Puis aussi, tu es sûrement familier avec, par exemple, sur un ordinateur, tu as déjà sûrement compressé des informations. Hein, donc, tu fais un fichier zip, hein, tu as une grosse quantité de texte, puis tu essaies de la compresser de manière très, très, très compacte. Puis un fichier zip, si tu foules dedans, ben, c'est à peu près incompréhensible, par contre. Donc, ça c'est une grosse limitation. Ben, il existe d'autres approches de compression, si on veut, où on essaye de garder une forme de compréhensibilité de ce qui se passe dedans. En général, la contrepartie, c'est que tu ne conserves pas l'information de manière exacte, contrairement au zip. Lui, il stocke pour que ce soit exactement pareil. Donc, on parle dans ce temps-là de compression sans perte. Mais la contrepartie, c'est que ça devient difficilement interprétable. Mettons un exemple très simple. Si tu compresses une image, puis que tu as une ligne de blanc, ben lui, au lieu de mettre tous les pixels avec une grosse précision en blanc, il va dire là, j'ai 28 pixels blancs. Mais là, si je te décris une image comme une suite de nombre de pixels alignés, puis que chaque ligne dans l'image n'a pas le même nombre de pixels, tu réaliseras, ou le nombre de descriptions, parce que il y a un plus gros bloc blanc dans un que dans l'autre, ben là, tu vas avoir de la misère à dessiner. J'ai une pomme devant un fond blanc. Parce que chaque ligne d'information que tu lis, tu n'arriveras pas à les mettre en association visuellement. Donc, ça montre que, tu peux moins facilement raisonner sur l'information. Mais l'intelligence artificielle, elle ne veut pas ça. Elle veut raisonner sur l'information, mais raisonner sur l'information compressée. Parce que une base de données de plusieurs téraoctets d'exemples de communication entre humains, tu vas essayer de la distiller dans un modèle de langage, ce qu'on appelle les Large Language Models, qui sont comme un peu les cerveaux de ChatGPT, par exemple. Tu veux que, en général, une bonne version de ce noyau-là, de nos jours, il y en a qui travaillent puis qu'on peut downloader sur son ordinateur des Large Language Models d'environ 5 gigs. Donc, comparé à quelque chose qui est plusieurs téraoctets, là, donc on a une réduction de quantité d'informations qui est quand même massive. Alors, ça ne peut pas être que seulement du stockage par, mettons, mémoire de toutes ces informations-là. Parce que si c'était ça, en fait, ça serait pas différent que juste un Google Search.
Google Search est principalement plus une recherche. Puis encore là, c'est pas 100% de la mémoire parce que la façon dont... C'est du data. Oui, Google a des stratégies justement d'intelligence artificielle pour que ça soit pas juste une recherche linéaire dans toute l'information qui existe parce que ça finirait plus. Mais Google, qui utilise Google Search, se rapproche beaucoup plus d'une intelligence artificielle qui serait vraiment comme une grosse base de données intelligente versus un système comme ChatGPT qui a vraiment essayé d'identifier des régularités plus avancées. Puis là, d'ailleurs, on voit que les engins de recherche commencent à introduire des genres de chatbots intelligents, entre guillemets, avec leurs engins de recherche pour essayer de faciliter la vie de l'utilisateur en général. Avec un succès, je n'ai jamais vraiment essayé, mais ça a l'air d'avoir un certain succès, une certaine popularité. Est-ce que c'est un succès vraiment qui donne vraiment des bons résultats? Je ne suis pas trop en mesure de l'évaluer. Est-ce que le deepfake, c'est le pire danger de l'intelligence artificielle ou c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant à utiliser? Oui, donc deepfake, donc si on fait référence à, par exemple, de faire des vidéos où on met en scène Des politiciens. par exemple des politiciens qui disent des choses qu'ils n'ont jamais dit. J'aurais tendance à dire ultimement le plus grand danger de l'intelligence artificielle que je pressens présentement, c'est des applications militaires avec des drones qui peuvent tuer du monde. Oh, OK, à ce point-là. Des drones qui peuvent tuer du monde, ça existe déjà. Oui, mais... Des systèmes d'intelligence artificielle qui aident à piloter des nuées de drones, ça existe déjà. Mais là, ils sont en train de le pousser encore plus loin. On essaie, les gens qui ont une tête sur les épaules essayent de mettre des balises pour que ça n'arrive pas. Mais si je dis, si on lâchait tout lousse, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? On est probablement plus dans cet ordre-là. Okay. Si on regarde pour, mettons, la société civile, la vie sociale comme ça, j'aurais tendance à dire qu'en fait, non, deepfake, ça reste que c'est comme techniquement une information qui n'existe pas. Si je mets ça dans la balance versus une information qui existe mais qu'on ne veut pas qu'il sorte, comme mettons des données médicales de nature privée, encore là, je ne suis pas sûr que le deepfake, c'est le pire. OK. Parce que genre, tu peux avoir, si tes informations médicales, tu veux qu'elles restent cachées et que il existe... Il y a un principe qu'on essaye d'anonymiser les données qu'on est dans le domaine médical parce qu'il y a des usages légitimes en recherche, qu'on essaie d'anonymiser les choses, mais on se rend compte que ces techniques-là ont des fois des limites. Puis à un moment donné, quand tu as une condition médicale très rare, tu as beau décider d'anonymiser, à un moment donné, tu as une information qui se trouve dans un labo à droite, une information qui se trouve dans un labo à gauche. On sait que ta clinique a des informations sur où tu vis, mais n'a peut-être pas l'information médicale dans les centres. À un moment donné, ça devient dangereux de dire si toute l'information circule là, c'est un moyen de recouper puis de déterminer que telle personne qui vit à telle adresse a telle maladie. A une, je sais pas moi, une mutation du VIH qui n'est pas contrôlée par ses traitements. Ça peut en termes de droit à la vie privée, alors que le deepfake, techniquement, parle de choses qui n'existent pas. Moi, j'ai toujours peut-être plus de réticence quand je dis, là, il y a de l'information qui existe, on est dans le réel, puis cette information, on veut pas qu'elle sorte, la faire sortir, versus que faire quelque chose qui n'existe pas. Ouais. C'est un peu... je dis pas, je veux pas minimiser la chose. Je trouverais pas ça particulièrement plaisant. Mais tu sais, des fois, tu sais, pour aider à... Moi, je trouve souvent pour aider à fixer les idées, de voir qu'est-ce qui se faisait avant qui ressemblait, puis est-ce qu'on s'insurgeait tant que ça. Les caricaturistes ont toujours pris un malin plaisir à reproduire, souvent de manière malicieuse, des fois en jouant sur les caractéristiques physiques ou autres, et en faisant dire des choses qui sont souvent un peu détournées de ce qui était vraiment dit, puis en mettant en scène à peu près tous les caricaturistes qui ont moindrement intéressé un peu à la politique ont fait amener des trucs qui se sont fait taper sur les doigts parce que c'était peut-être un peu trop too much, mais ça existait. OK. Et je dirais que peut-être l'enjeu avec le deepfake, c'est que là, il n'y a plus nécessairement de traçabilité où tu sais plus. T'as personne qui prend la responsabilité de dire j'ai mis ça, mais c'est de la satire. OK, dans le fond, les gens peuvent s'en servir. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent en mauvais escient, mais on n'est plus capable même de retracer l'origine du vidéo. Le dark web, quelqu'un qui fait quelque chose là, tu peux avec un VPN. Tu peux commencer à cacher un peu les choses. Fait que je dirais, et en démocratie, quand on regarde ce qui s'est passé par exemple avec il y a c'est le regroupement Anonymous là, pour les hackers. Tu peux faire du hacking éthique où tu vas vouloir te protéger de manière anonymisée. Fait que on peut pas dire que l'anonymat est nécessairement une mauvaise chose de manière absolue, au contraire. Mais ça, en effet, pose des questions comme à un moment donné, il peut y avoir des choses
problématiques qui sortent et la personne ne l'aurait peut-être pas sorti si elle avait dû être responsable de sa parole publiquement. Ah, d'accord. Alors, ça donne de la latitude de comme faire des choses qu'on trouve peut-être moins acceptables parce que justement, on peut le faire de manière un peu cachée. On n'oserait pas le faire. Alors que les caricaturistes ont leur nom Oui. en bas. Fait qu'il y a une Ils ont leur plume aussi. Donc. C'est ça. Fait qu'il y a une différence là, je dirais, le majeur entre la caricature et le deepfake. C'est que les caricaturistes assume, puis si vraiment il réalise, puis il se fait dire, puis il dit, ouais, ok, je suis allé trop loin, il va s'en excuser, puis le journal va mettre une rétractation, une excuse publique ou quoi que ce soit. Dans le monde du deepfake, ben, il n'y a pas tout à fait ça. OK, fait que je sais qu'il y avait Alexandra Ocasio-Cortez aux États-Unis, représentante démocrate. Elle a fait utiliser son image à des fins pornographiques. Ouais. Donc, avec le deepfake, ça l'avait énormement choqué, avec raison, parce que c'est pas c'est supposé non. arriver, mais il y a en politique, il y a beaucoup de haine, donc ça a servi aux gens qui ne l'aimaient pas. Ouais, mais par contre, au niveau de la robotique, l'intelligence, on voit de plus en plus comme les débuts de robots qui peuvent devenir humanoïdes. Là, je me trompe. Ben, oui, il y a eu quelques-uns, en effet, qui commencent à... Je suis moins familier avec ce domaine-là, mais oui, on a l'impression que... Ce qu'il faut faire attention toujours avec ça, c'est quand c'est des... C'est comme des... Quand tu regardes les grosses messes des jeux vidéo, puis tu as les démos du nouveau jeu vidéo qui va sortir, puis là, tu as les graphiques qui ont l'air révolutionnaires. C'est tout sur ordinateur. Ouais, ben c'est ça. Sur ordinateur, ça a pris plusieurs heures à calculer pour 5 secondes de jeu. Fait qu'on s'entend que tu n'auras jamais ça live quand tu joues. Puis là, si tu joues vraiment au jeu, oh, finalement, c'était pas comme au E3, whatever. Là. Ouais. Fait que tant que le robot n'est pas dans la situation de la vie réelle, puis fait les choses de la vie réelle, puis que ça a juste là d'être une belle démo dans un congrès commercial de robotique, je ferai attention d'extrapoler. C'est vraiment ça la performance réelle qu'on va voir. Souvent, c'est pour montrer, voici de manière contrôlée ce qu'on arrive à faire. Fait que là, si on est capable de le mettre à l'échelle industrielle, voici ce qu'on imagine qui pourrait se produire. Puis là, les investisseurs peuvent être plus ou moins intéressés selon les potentialités visées. Et puis, OK, ben, ils sont prêts à mettre de l'argent. Puis là, ben, si vraiment tu arrives à débloquer les challenges techniques puis à faire ça à l'échelle, ben là, oui, ce que tu as vu dans la démo peut se produire. Mais ça demande beaucoup de sous et de travail d'ingénierie pour passer d'un prototype de démonstration pour une foire commerciale à avoir un robot qui fait le ménage chez toi mieux que le Roomba. Là. Donc, dans le fond, un robot balayeuse pourrait être remplacé par un humain robot. Là. Qui balaye, qui fait la lessive, la vaisselle, qui lave tes vitres et tout. On pourrait imaginer. Mais ça n'arrivera pas d'ici tôt. Non, c'est ça. Je pense pas. Mais au niveau de l'automobile, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui sert beaucoup? Puisqu'on voit beaucoup d'avancements technologiques avec les autos électriques, les ordinateurs dans les autos, ou c'est quelque chose qui est vraiment comme à part dans l'ingénierie? Ben, un des principaux courants de recherche en intelligence artificielle et qui remonte pas très longtemps après que Turing ait mis ses premières idées, c'était la reconnaissance de forme dans des images et éventuellement c'est de passer aux vidéos. C'est une petite anecdote là-dessus, en tout cas c'est mes professeurs qui me racontaient ça, je ne sais pas à quel point c'est pas extrapolé un peu, mais qui disaient que dans les années 50, justement, un lab de recherche s'est dit, bon, on voit que le fruit est mûr avec les technologies de prise d'image. On avait un contrat de l'armée qui voulait faire un système qui aurait reconnu s'il y a un tank sur une image ou pas, des systèmes de défense pour voir s'il y a un ennemi qui approche. Bon, on va s'attaquer au problème de reconnaître des objets dans des images. Ça devrait faire un bon stage d'été pour un étudiant. Ben, 70 ans plus tard, le stage continue. Le stage commence à être un peu long. Je veux dire, ils sont vraiment rendus compte que finalement, l'enjeu, le problème était beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient anticipé a priori. Et donc, c'est devenu toute une ligne de recherche spécifique qui était OK, juste reconnaître que, mettons, c'est quoi l'objet dans cette image-là, c'est quoi les objets. Là, on commence dans des systèmes qui sont pas pires. Mais c'est ça, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de recherche et beaucoup de quantité de données pour finalement arriver à résoudre ce problème-là qui, à l'époque, avait l'air si simple, finalement. Il y avait des difficultés insoupçonnées à ce moment-là. C'est qui, dans le fond, qui est le plus important développeur pour les intelligences artificielles? Est-ce que c'est les compagnies privées ou c'est les gouvernements? Ben, un des enjeux actuels, c'est que les systèmes présents, là, quand on pense à tout ce que je disais, les large language models qui sont derrière les chatbots, ont besoin d'une quantité massive de données et ont besoin d'une quantité massive de capacité de calcul pour
digérer ces données-là puis produire un modèle qui a appris ce qu'il y avait à apprendre dans ces données-là. Les gouvernements n'ont pas tant. Peut-être le gouvernement américain avec L'armée. avec l'armée et les services secrets dans une certaine mesure, mais encore là, si on pense, est-ce que les gens, ça aussi c'est un peu rigolo si on y pense, les gens vont être très soucieux du fait que le gouvernement capture leurs données. Mais on n'a aucun problème à ce que ce soit une compagnie privée qui le fasse parce qu'on utilise Facebook. Mais après ça, quand tu veux utiliser ces données-là pour de la recherche, justement, il y a beaucoup d'enjeux et de balises et de limitations. Donc, c'est des comités d'éthique qui sont derrière ça. Et les comités d'éthique ont leur place. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais on dirait, je sais pas pourquoi, on a plus facilement confiance qu'on peut laisser nos informations libres dans le giron d'une compagnie privée comme Google, comme Facebook, comme Apple, que dans une espèce de consortium gouvernemental qui travaillerait pour faire émerger ces technologies-là. Fait que, présentement, j'ai tendance à dire que la balle est beaucoup plus dans le camp des compagnies privées. Puis avec toutes les données, avec tout ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle, à part pour l'argent, est-ce que c'est pour avancer des nouvelles technologies ou c'est juste pour nous vendre plus de choses avec les algorithmes? C'est très cynique comme question. Ouais, mais... Ben, si on repense au test de Turing que j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que au niveau des chercheurs en intelligence artificielle, le but a toujours été de voir jusqu'à quel point on est capable de rapprocher une machine qui aurait à peu près le même comportement. Donc, le test de Turing, c'est en discussion. Donc, une machine qui est capable de discuter aussi bien qu'un humain pour qu'on ne fasse pas la différence. Ça a toujours été un peu leur but. Puis comme c'est des chercheurs, eux autres, leur but n'était pas nécessairement de dire « Ah, ben on va remplacer le personnel d'accueil dans les compagnies par une intelligence artificielle qui va pouvoir faire la même chose parce qu'on se dit que c'est une job qui gère des données, transfère l'information à des gens, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'une expertise très pointue. » Un peu comme au McDo avec les caisses libre-service. C'est ça. Fait que, les chercheurs, je crois, ça n'a jamais été leur but de dire « Ah, on va... » Et ironiquement, ça aurait pu être un but louable. Si on considère que c'est des jobs qui n'ont pas, qui ne nécessitent pas beaucoup d'intelligence humaine, qui peuvent être dangereuses pour la santé, parce qu'on est tout le temps debout, des choses on pense au phénomène ridicule que les caissiers et caissières dans les épiceries doivent rester debout parce que ça ne fait pas professionnel d'avoir un banc. Ça fait des douleurs au dos et tout ça. Posturellement, ça peut être très difficile. Il laisse un petit tapis, par contre. Quelle chance. On s'entend que ça pourrait être un but tout à fait louable de dire on va remplacer des emplois qui sont trop difficiles physiquement par des robots intelligents, ou ça pourrait être les pompiers ou n'importe quoi. Puis là, bon, je sais bien, on va dire que c'est plus difficile être pompier que juste, genre, être un robot qui rentre en quelque part. Puis j'en conviens, c'est pas ça l'enjeu. Les chercheurs, eux, c'était si on pourrait comprendre des choses sur l'intelligence humaine en travaillant sur essayer de la reproduire avec une machine, parce qu'on va comprendre quand on va développer la machine, les choses qu'on est capable de reproduire de chez l'humain, ça va nous donner une espèce de laboratoire de simulation en dehors des êtres humains, puis les êtres humains en recherche, c'est toujours délicat. Ça nous donnerait une espèce de labo virtuel où on peut simuler des choses pour essayer de comprendre avant de passer chez l'humain. Si les systèmes étaient assez avancés, on pourrait, c'est pas encore rendu là, mais on pourrait imaginer que tu pourrais tester des médicaments pour des usages psychiatriques directement dans un cerveau virtuel avant d'aller chez l'humain. Si tu as assez bien modélisé tous les processus physiologiques du cerveau dans la machine. Les modèles d'intelligence artificielle n'en sont pas là aujourd'hui, mais justement, ce que je citais de Richard Labib, mon directeur de recherche quand j'étais au doctorat, ben lui, les modèles qu'il développait étaient comme les prémices de ça, parce qu'il travaillait sur la communication des neurotransmetteurs. Et or, ben, les médicaments en psychiatrie interviennent sur souvent des phénomènes reliés aux neurotransmetteurs. Donc, ça pourrait être comme techniquement les balbutiements de ce qui deviendrait plus tard un cerveau virtuel qu'on pourrait utiliser comme test pour certaines idées avant de passer chez l'humain dans des essais de recherche pharmaceutique, par exemple. Donc ça, c'était... Et ça, c'est si tu as ta partie du cerveau qui reproduit bien l'humain. Mais après ça, l'autre partie de l'équation, c'est ce qu'on n'arrive pas à reproduire. Le corps humain. C'est ça, peut nous renseigner sur qu'est-ce qui fait que l'humain est spécial par rapport à la machine. Qu'est-ce qu'on va chercher chez l'humain
C'est-à-dire, si tu as compris ce qui se passe dans la machine, puis tu vas chez l'humain, tu vois des phénomènes que tu peux pas produire, ben, tu vas peut-être avoir une piste de solution. Ben, voici les choses qu'on a l'impression qu'on sait ce qui se passe là, fait qu'on va aller chercher ailleurs, dans le cerveau humain, pour les choses qu'on n'arrive pas à faire, voir si c'est là qu'il n'y a pas des pistes de solutions pour mieux comprendre l'intelligence humaine et ce qui le distingue de la machine. Donc, c'était surtout sur ces avenues-là qu'en intelligence artificielle, les chercheurs s'alignaient. Et donc, c'était toujours d'essayer de faire d'améliorer le rapprochement de l'intelligence vers l'humain. Donc, c'était pas une visée commerciale, c'était pas une visée de remplacement des êtres humains dans des métiers difficiles, parce que, comme je disais, aurait pu être louable, ça aurait pu être justifiable éthiquement. Mais rapidement, ben, l'intérêt de ça est venu quand, en fait, avant l'émergence du big data et des réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment Est-ce qu'on avait tant que ça besoin de traiter une quantité d'informations automatiquement? Pas tant. C'est juste que là, quand on s'est rendu compte que ça devenait tellement difficile de tout analyser, puis on s'est rendu compte, on sait que l'intelligence artificielle peut faire certaines tâches automatiquement pour nous plus rapidement. Bon, ben on peut-tu lui demander d'analyser tous les messages qui passent sur un réseau social pour, mettons, identifier ceux qui sont sur tel sujet qui nous intéresse. Puis là, une fois que ceux-là ont été identifiés, ben là, nous, on les prend, puis on a un être humain qui va aller chercher l'information pertinente là-dedans. Donc, ça devenait une espèce de levier pour traiter le déluge d'informations qu'on recevait. Puis encore là, il y a des usages commerciaux discutables, hein, puis il y a des usages légitimes, comme par exemple, on essaye s'il y a des gens qui manifestent des idées suicidaires sur les réseaux sociaux, ben on voudrait être capable d'intervenir en temps réel et peut-être alerter les services d'urgence près de chez eux. Mais dans la masse des messages, comment aller identifier qu'est-ce qu'il y a un message d'idéation suicidaire ou pas, si tu n'as pas une armée d'êtres humains qui lit en temps réel tous les messages qui défilent, tu ne peux pas suivre le flow. Alors, tu aurais besoin d'une machine qui scanne tout et qui va dire « OK, là, on a trouvé des trucs, on a fait le ratissage, puis on a identifié un sous-ensemble de trucs potentiellement problématiques. On aimerait qu'un être humain le révise, puis là, puisse retourner dans l'historique de la personne, voir ce qui se passe, et essayer de voir, OK, est-ce qu'on est vraiment dans un cas d'idéation suicidaire ou pas? Et là, une fois qu'on a une grosse suspicion que c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait, qu'on appelle qui, dans quelle région? Est-ce qu'on peut alerter les autorités d'urgence là-bas? Est-ce qu'on peut retracer son adresse? Mais encore là, comme je parlais de vie privée tout à l'heure, ça peut devenir un peu litigieux. Les VPN en plus. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça, il y a des. Je pense que c'est devenu des limitations techniques de ce qui se passait, entre autres, sur les réseaux sociaux, qui fait que les gens sont tenus, on a-tu quelque chose pour faire ça automatiquement? Puis on voyait les avancées de l'intelligence artificielle où le traitement de la langue naturelle a toujours été un des sous-domaines d'intérêt. Ben là, ça devenait un peu ce qu'on appelle on appelle ça un low-hanging fruit dans le domaine, un fruit qui est mûr pour être cueilli. C'est comme, OK, on a une technique, puis on a un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça ensemble, puis ça va essayer de nous garder à flot dans cette masse d'informations qui arrive en continu. C'est ça. Puis c'est quoi l'avenir de l'intelligence artificielle à part continuer à devenir de plus en plus gros? C'est vague comme question, mais en même temps, on voit à peine un an, on ne savait pas c'était quoi ChatGPT, puis là, c'est arrivé. Puis là, beaucoup de gens s'en servent. Même dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de jeunes qui s'en servent. Ouais. C'est devenu une révolution en soi. Ouais. Ben, je crois que ce qu'on voit présentement, c'est la pointe de l'iceberg. J'aurais de la misère à dire, j'aurais pas pu, avant que, mettons, les large language models et tout se démocratise avec ChatGPT, peu de gens auraient pu anticiper que ça marcherait aussi bien. Puis d'ailleurs, même les sommités dans le domaine comme Yoshua Bengio, par exemple, qui était dans des comités où ça parlait d'éthique, d'intelligence artificielle. Il y avait une charte qui a été signée à Montréal à ce sujet-là pour essayer d'encadrer éthiquement autant que faire se peut les applications de l'intelligence artificielle. Quand tout ça a explosé, ils ont tous été un peu fascinés et surpris de la chose. Ben, entre autres, parce que justement, c'était très dans le giron privé, comme je disais. Donc, à part si tu avais les pieds dans la place puis dans le secret des dieux, c'était pas évident de voir tout ça venir aussi subitement. OK, fait que même les universitaires ne voient pas ce qui se passe auprès des compagnies privées. Ben, ce qui se passe, c'est que maintenant, de plus en plus, il y a des compagnies privées qui amènent les universitaires pour gérer leur lab. Alors là, ils font tout ça en cachette. Ben, c'est en silo, puis parce que t'as des contrats on veut que ça reste dans la compagnie, fait qu'ils peuvent pas parler de tout. Fait que
ça reste des fois un peu difficile d'anticiper qu'est-ce qui va émerger, mais quand ça déboule en général à travers les conférences, quand ça marche, le groupe, ça déboule très vite. Fait que c'est quoi la prochaine grosse avancée? Ben, on voit qu'avec, mettons, les voitures Tesla, il y a une certaine capacité de conduite autonome, mais s'il y a une tempête de neige, ça va être un problème. Il y a plein même quand quelqu'un conduit qu'il y a une tempête de neige, ça peut être un problème. Oui, ben c'est ça, des fois on met, ça c'est un autre sujet très intéressant, on a des standards, des attentes envers l'intelligence artificielle qu'étrangement, on n'a pas toujours envers les humains. À ce point-là? Ah oui, oui. Ben, un exemple très simple, on parle on veut des intelligences artificielles, le terme en anglais s'appelle explainability, des intelligences artificielles qui, quand ils proposent des décisions, sont capables de les expliquer. OK. Un des exemples très simples, c'est dans le domaine juridique. Bon, mettons qu'on va dire, on va prendre un dossier de quelqu'un, puis on va évaluer s'il doit être mis en liberté ou pas, est-ce qu'il est à risque de récidive, etc. Bon, on peut imaginer que c'est un être humain qui va se pencher sur le dossier puis analyser les choses et éventuellement produire une décision. Ou on peut imaginer qu'il y aurait une intelligence artificielle qui aurait accès aux mêmes informations et qui va tout traiter, puis qui aurait une pile d'exemplaires, une genre de jurisprudence, ou des historiques d'autres situations, puis qui analyse tout ça, puis qui dit, moi, je dis que ce dossier-là, ouais, ça, on pourrait le libérer, ou ce dossier-là, non, on pourrait pas. Puis là, on va dire, il faudrait, écoutez, on parle du droit de la personne, à avoir des explications. On voudrait savoir c'est quoi l'explication de la décision. Bon. Et là, on regarde ce que ça implique de vouloir une explication, puis la nature de l'explication. Puis là, on se dit, puis dans la vie de tous les jours, là, est-ce qu'on demande ces explications-là aux humains qui traitent les dossiers? OK. C'est ça l'affaire. C'est qu'on s'attend puis on demande des choses à l'intelligence artificielle que quand c'est les humains, on n'a pas l'air de toujours demander puis qu'on entend toutes les histoires. On accepte les coins ronds avec les humains. C'est ça, mais pas tant que la machine. Fait qu'on entend des histoires qu'il y a un dossier qui a glissé pendant plusieurs années à la DPJ ou qu'il y a eu quelque chose d'un peu litigieux dans un hôpital, puis peut-être un médecin qui faisait des choses pas correctes, tout ça. On se rend compte que des fois, on dirait qu'on posait pas tant de questions, puis on s'attendait pas aux humains à expliquer pourquoi ils donnaient les décisions, pourquoi ils prenaient ces décisions-là, puis ils faisaient les choses d'une telle manière. Alors que quand on se dit, c'est un ordinateur, là, ça serait donc important d'être donc bien sûr qu'elle fait la bonne affaire. Puis je dirais d'autant plus aussi, un autre sujet connexe à ça, quand on parle du biais dans les données. Les données produites par les humains sont le reflet de plein de préjugés parfois inconscients, semi-conscients qu'on a. Où il y a des fautes de frappe ou des erreurs humaines. Ouais. Puis ces erreurs-là, tu rentres dans la machine. Fait que la machine, en fait, apprend de nos erreurs et de nos limitations parce qu'on lui donne les données qui viennent de nos propres limites. Et donc, après ça, on regarde cette machine-là, puis on se rend compte, on voudrait qu'elle donne des décisions qui sont le plus équitables possible. Est-ce que l'être humain, présentement, donne des décisions qui sont équitables? OK. On peut toujours se reposer. Parce que si l'être humain ne le fait pas, la machine ne le devinera pas. Ça c'est un truc de base en intelligence artificielle. Si tu n'es pas capable, si tu essaies de faire une tâche, puis tu essaies de la simplifier au possible parce que c'est compliqué, puis tu n'es même pas capable d'arriver à voici c'est quoi la tâche que je dois faire, puis voici la bonne chose à faire. Si l'être humain n'est pas capable de déterminer c'est quoi la bonne chose à faire, bonne chance pour un ordinateur le trouve. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être éthique ou c'est juste neutre? Je pense que les technologies, à proprement parler, moi, la définition que je garde de l'éthique, c'est de mémoire, je crois que c'est la définition de Jean-François Malherbe. Réduire autant que faire se peut la différence entre les valeurs affichées et les valeurs promulguées. Donc, qu'est-ce que tu utilises vraiment comme valeur quand tu fais des choses versus qu'est-ce que tu dis que tu utilises comme valeur quand tu fais des choses. Je crois qu'inévitablement, c'est un phénomène naturellement humain. Donc, en toute chose, la technologie, à proprement parler en soi, elle est neutre. Le fait de créer une technologie, c'est pas neutre. Le fait d'utiliser une technologie, c'est pas neutre. Créer la bombe atomique, on dit la bombe atomique, c'est neutre. En soi, la technologie l'est. Le fait de l'avoir créée ne l'était pas. Le fait de l'avoir utilisée ne l'était pas. Mais tu peux pas blâmer l'univers que la physique des atomes fonctionne comme ça. OK. C'est un peu ça l'idée. Donc, je dirais qu'en soi,
ça demande de l'éthique autant dans ce que tu fais en recherche pour produire des choses, comme on a vu des gens qui ont joué avec des intelligences artificielles pour essayer je sais pas moi, de deviner l'orientation de genre d'une personne. Puis finalement, l'intelligence artificielle le trouvait ou... Ben, on te prend d'exemples de gens puis qui annonçaient leur identité de genre, leur orientation sexuelle ou des choses comme ça. Puis, dans une certaine mesure, elle arrivait à trouver certaines régularités. Puis bon, il y a des gens qui se demandent pourquoi. Puis c'est une question ouverte dans un sens. Mais là, faudrait poser la question à des chercheurs en identité de genre. C'est bon, la machine qui voit une image, on s'entend qu'elle travaille, elle travaille sur ce qu'elle voit, puis ce qu'elle voit, c'est une part du physique et c'est une part du social, parce que le fait qu'on se coupe les cheveux d'une manière plutôt qu'une autre, c'est nos décisions, c'est pas encodé dans nos gènes à proprement parler. Donc, si dans une société, tous les gens qui se déclarent non-binaires, ça donne à se teindre les cheveux avec les lignes du drapeau non-binaire, l'intelligence artificielle va le voir. Va le voir assez facilement. OK. Mais, donc, la question de faire la part de qu'est-ce qui est le social, qu'est-ce qui est le biologique là-dedans, c'est tout le temps très flou, puis la machine s'en fout. Tu lui montres des images. Elle ne sait pas c'est quoi un mouvement social. Donc, elle peut pas. Fait que tu as besoin d'une maturité de recherche derrière, fait de lancer du monde qui ne se connaissent pas, puis qu'on dit on va faire quelque chose comme ça, ça te donne souvent n'importe quoi, puis on se demande après ça à quel but aussi. C'est un peu ça. Fait que, il y a des enjeux éthiques indéniables, c'est sûr. Puis c'est quoi la plus belle chose que l'intelligence artificielle a apportée à l'humain? Ben, je crois présentement, il y a plein de difficultés que des gens, pour des, mettons, qui ont des difficultés d'apprentissage, vont avoir à interagir dans le monde d'aujourd'hui parce que utiliser un ordinateur ou écrire avec un clavier, ça peut être assez compliqué. Donc, pour des personnes qui ont des handicaps lourds, le fait qu'ils peuvent être dans des environnements où il y a un soutien de machines qui les aident à se connecter au monde autour d'eux, ça, je trouve que c'est... Puis encore là, c'est pas des choses qui sont nécessairement à point, mais c'est des avenues de recherche assez prometteuses. Il y avait des chercheurs à Polytechnique qui étudiaient des façons de redonner la vue aux aveugles. En grosso modo, en utilisant des capteurs qui captent de l'information pour l'être humain, et là, en reconfigurant des interfaces circuit-électronique cerveau pour que l'être humain puisse interpréter ce que les capteurs voient. Puis comme le cerveau humain, c'est un cerveau qui, comme les cerveaux machines d'intelligence artificielle, sont malléables, apprennent et s'ajustent. Là, les circuits à cette interface-là, souvent, tu vas avoir besoin de fonctionnalités similaires à l'intelligence artificielle pour s'adapter à ce qui se passe dans le cerveau en réponse aux images, puis arranger les choses. Parce que le cerveau humain à plusieurs étapes, fait du tri, parce que l'information qu'on voit du réel est tellement folle que faut filtrer, parce que sinon on deviendrait fou. Et les personnes autistes qui sont de l'hypersensibilité aux stimulations, une des hypothèses derrière ça, c'est peut-être du filtrage que la plupart des gens ont, qui ont un peu moins. Fait que pour eux, la stimulation informationnelle ambiante peut devenir trop. Donc, tu as besoin de faire des étapes de filtrage, entre guillemets, intelligents, comme fait l'humain, pour prendre des données brutes du réel qui sont souvent trop précises, puis les adapter vers le cerveau. Fait que quand tu prends des approches d'intelligence artificielle là-dedans pour aider à pallier les limitations de l'être humain à évoluer dans le monde, parce que pour différentes raisons, il y a des handicaps sévères, je pense que là, on a quelque chose qui peut redonner de la dignité humaine à bien des gens. Fait que ça, je pense que c'est une avancée vraiment très, très, très bénéfique pour l'humanité en entier, à mon avis. Tu as parlé des aveugles qui étaient à Polytechnique pour essayer de retrouver la vue avec les ingénieurs. Est-ce que ça avait fonctionné? Ou... c'est pas des travaux que j'ai suivis jusqu'au bout. C'était de la vraie technologie sur des gens, mais c'était très primitif. Le nom du professeur qui faisait des recherches là-dessus s'appelait Mohamed Sawan. Donc, faut chercher sur Google, aller voir ses papiers, ce qui est suivi de ça. Mais c'était, quand j'étais au doctorat, c'était un des projets de recherche que j'avais pris conscience
qui avait lieu là, du côté du département de génie électrique, il me semble. Ou c'était peut-être rendu le département de génie biomédical à ce moment-là. Là, c'était un nouveau département qui venait d'émerger. On approche de la fin du podcast. Je voulais savoir, un post-doctorat que tu as fait, ça vient d'où l'idée de continuer quand même après le doctorat? L'envie de continuer à étudier encore? Historiquement, le post-doctorat est surtout venu du fait que en médecine, le doctorat est un cours de premier cycle. OK. Donc, c'est une des particularités du milieu académique. Les trois piliers fondateurs de l'université moderne, c'est la médecine, c'est le droit et c'est la théologie. Et tu vas te rendre compte que dans les cursus universitaires, c'est les trois que les nomenclatures de diplômes sont différents des autres. Hein? Le reste, c'est le bac, la maîtrise, MSc ou M quelque chose, puis PhD. Puis quand tu vas dans ces trois autres champs-là, c'est tout à fait différent. OK. Et à l'université médiévale, dis-je, il y avait ces trois piliers-là. Et ce qui est venu chapeauter au-dessus, c'était la philosophie, d'où le fait que le PhD, c'est un Philosophiae Doctor, doctorat en philosophie ou en amour de la connaissance. Ça, c'est donc l'université médiévale était comme ça. Alors, à la base, la notion de postdoctorat était en fait une spécialisation pour les médecins. Et donc, OK, tu as fait ton doctorat, ben après, tu vas aller chercher une spécialisation, souvent en allant... D'ailleurs, mon grand-père, le père de mon père, a été professeur en médecine dentaire et il était au Québec et il était allé se former aux États-Unis pour des spécialités en chirurgie dentaire, puis il était revenu implanter ça sans faire de mauvais au jeu de Québec. mots. Oui. Ouais. Implant, oui. Alors, oui, c'est ça. Et de là, bon, de fil en aiguille, donc, en santé, c'est toujours resté quelque chose de plus ancré parce que, justement, c'était comme souvent, en fait, relié au OK, ben si tu as fait ton doctorat de premier cycle, ben après, ça s'appelle post-doctorat, mais éventuellement, c'est devenu comme juste généralement dire OK, quand tu as fait ton doctorat, tu vas vouloir aller faire une surspécialisation, puis souvent l'idée c'était d'aller dans un autre domaine ou dans un autre endroit dans le monde, puis aller chercher des nouvelles idées. Parce que, bon, peut-être sur la base que des fois, dans certains domaines, on se rendait compte qu'à la sortie du doctorat, les gens avaient l'air des fois encore un peu, entre guillemets, immatures comme chercheurs. Mais à un moment donné, rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de domaines où c'était pas nécessaire, mais la compétition ou le nombre de places pour être professeur a été réduite, il y a beaucoup plus de chargés de cours. Donc, il y a toute une structure en mouvance dans le milieu de l'université qui fait que, tout à coup, ben, il y avait beaucoup plus de gens qui sortaient avec un doctorat. Fait que là, on essayait de savoir quoi en faire. Ben, faire des post-doctorats, c'était une façon de repousser le problème un peu ou de filtrer encore un peu plus. Mais les universités, rapidement, n'ont pas eu le choix. Elles se sont rendues compte, ben, OK, il faut qu'on repense le doctorat pour peut-être offrir d'autres débouchés que juste continuer comme professeur parce que il y a trop de gens, il n'y a pas assez de postes pour différentes raisons. Donc, c'est ça, un peu l'idée du post-doctorat est vraiment comme l'idée d'aller faire des stages pour se spécialiser sur des techniques précises en recherche que tu n'as pas couvert dans la formation où tu as comme appris à faire de la recherche. Donc, j'étais en mode vraiment chercheur, mais là, OK, je vais chercher des nouvelles techniques à gauche, à droite, puis ça va me nourrir pour quand je vais vouloir moi-même innover avec quelque chose, quand je vais partir mon labo, ben, tu vas aller ramasser des techniques à gauche, à droite que des gens font, puis tu vas imaginer, hey, si j'ai tout ça ensemble dans le même environnement, c'est quoi les nouvelles choses que je pourrais faire? C'est un peu l'idée. C'est pour ça que tu as amené l'intelligence artificielle au niveau de la santé. Oui, ben, je n'ai pas été le seul. Non, mais j'étais dans cette mouvance-là, ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu, Simon de Montigny. On peut dire que tu es chercheur d'une certaine façon? Maintenant, je suis analyste senior à l'Agence de santé publique du Canada. OK. Donc, je n'ai plus de poste de chercheur officiel, mais dans mon cœur et dans mon âme, je pense que j'ai toujours eu un intérêt et j'aurai toujours un intérêt pour la connaissance. Tu vas toujours être le chercheur de toi-même. Exactement. Et on remercie Julien Dion à la console et le studio, bien entendu. Merci beaucoup.